Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le vendredi 19 janvier 2018. Cette nuit, nous avons eu la Chambre des représentants qui a validé la proposition, enfin les différentes propositions du budget pour financer le gouvernement fédéral. Euh, donc voilà. Ensuite, bon, il y a eu bien évidemment il y a eu des modifications. Le Sénat doit valider aujourd'hui avant minuit sous menace de créer un shutdown. Donc c'est tout simplement mise en congé technique, chômage technique des centaines de milliers et bien de fonctionnaires tout simplement. Donc euh, donc voilà. Donc le Sénat qui doit voter aujourd'hui avant minuit cette proposition envoyée par la Chambre des représentants concernant le gouvernement, financement du gouvernement américain. Sinon, à part cela, nous avons le SPD, je rappelle, qui est attendu ce week-end. Donc ça, c'est plutôt pour la prévision de la semaine prochaine. Au niveau de dimanche, ouverture des marchés et lundi matin, la décision du SPD sur oui ou non continuer les négociations avec Angela Merkel, eh bien, devrait créer une volatilité sur les marchés. Voilà, donc c'est juste pour prévenir. Au niveau de l'avertissement risque que je vous invite à prendre connaissance, le trading avec l'effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IGF fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, donc comme je vous l'ai dit au niveau de l'actualité, nous avons eu la Chambre des représentants qui a adopté un projet de loi sur les dépenses jeudi pour éviter la fermeture du gouvernement américain, mais les sénateurs démocrates disent qu'ils ont le droit de bloquer bloquer cette proposition envoyée par la Chambre des représentants. Euh, donc voilà. Donc si elle est validée par le Sénat, ça devrait permettre au gouvernement américain de pouvoir fonctionner jusqu'au 16 février. Date à laquelle il faudra d'ici là trouver euh, un accord sur les dépenses de long terme du gouvernement. Voilà, le dernier shutdown qu'il y a eu aux US c'était en 2013. Hein. Voilà, juste pour information, ça n'a pas eu un gros impact sur les marchés boursiers. Le DXY a perdu 0,5%, le S&P 1 ou 2%. Voilà, donc on n'a pas eu grand chose. C'est pas parce qu'il y a un shutdown qu'il y a un crash boursier. Juste pour prévenir. Après, ça peut arriver, on est jamais assez certain, mais voilà. En 2013, en tout cas, ce n'était pas le cas. Au niveau de la coalition en Allemagne, donc on a les membres du SPD qui se réuniront dimanche pour voter si le parti doit continuer les négociations avec Angela Merkel. Et au niveau du pétrole, on a eu hier un nouveau déstockage pour la 9e semaine consécutive. Bon, au niveau de l'actualité, au niveau des statistiques, hein, des chiffres qu'on a connus à Wall Street et qu'on connaît ce matin. Alors on a eu un repli des marchés actions après avoir bien progressé le jour précédent, pardon. Le DXY qui est à l'équilibre, le rendement du 10 ans américain qui est un plus haut depuis mars 2007 à 2,62%. Ce matin il était même à 2,64. Donc voilà, il y a les marchés obligataires qui se tend un petit peu. Le yen qui rebondit avec le gold, hein, appétit aversion pour le risque, on le voit très bien. Et bon, le Nikkei, le Hang Seng qui sont presque stables, j'ai envie de dire. Calendrier économique, alors nous aurons presque seulement l'indice de confiance du Michigan. C'est le prévisionnel pour le mois de janvier qui est attendu en hausse à 97 points. À part cela, on aura les ventes au détail, comme vous pouvez le voir au Royaume-Uni, des plateformes de forage en activité à 19h, mais voilà, vraiment l'annonce de la journée, c'est l'indice de confiance du Michigan, même si c'est le chiffre prévisionnel. Alors je vais saluer la salle de trading, bonjour à vous Didier, j'espère que vous allez bien, Frédéric je salue également, François, bien le bonjour à vous, Raymond, Phil, voilà, bonjour à vous tous, chers auditrices et auditeurs. On va poursuivre sur la plateforme, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors le dollar US qui est revenu sur son niveau de support, on peut voir que la résistance à 90,68 eh bien, a joué un rôle important. Est-ce qu'on va avoir un rebond depuis ce niveau de prix? Eh bien, tout va dépendre voilà, de la décision du Sénat. Si on a le shutdown, c'est-à-dire si on n'a plus de financement du gouvernement américain pendant tant qu'il ne trouve pas voilà, d'accord, on devrait avoir une baisse en dessous de 90.
comme je l'ai dit, les différentes en 2013, on a une baisse de 0,5 points, mais les précédents shutdowns qu'il y a eu, ça variait entre 1% et voilà, et 0,5 de baisse sur le DXY les jours qui ont suivi. Voilà, donc c'est possible que les 90 points soient enfoncés aujourd'hui si le Sénat ne valide pas la proposition de la Chambre des représentants. Et c'est également possible qu'ils rebondissent s'il y a un accord de trouver. Voilà, donc le DXY, ça va un petit peu se jouer aujourd'hui. La clôture hebdomadaire va être particulièrement importante. Le gold, on peut voir rebondi à l'inverse du DXY, hein, forcément. Il est d'un point de vue technique, il est revenu autour des 1325 $. Et voilà, depuis ce niveau de prix, il rebondit. Est-ce qu'il faut mettre en place des stratégies? Moi, je ne pense pas, honnêtement. Encore une fois, tout va dépendre du shutdown ce soir. Soit on a le shutdown et dans ce cas-là, le gold il vient à 1350. Et si on n'a pas le shutdown, eh bien le gold revient à 1320. D'un point de vue de l'euro-dollar, moi je m'attends à une consolidation. C'est pareil, hein. Faut comprendre que les actifs cotés face au dollar sont exposés au shutdown aujourd'hui. Donc voilà, l'information que je vais dire, ça va être la même pour toutes les paires majeures. Donc l'euro-dollar, résistance de court terme à 1,2270, support de court terme à 1,2170. Donc on est dans un range, je pense, d'environ 100 pips. Si je devais le tracer, ça serait ici. Voilà. 100 minutes, ça donne cela. Voilà, c'est vraiment cette résistance, ce support, donc ça dépend du shutdown et surtout de la décision du SPD dimanche. Donc à l'ouverture des marchés dimanche soir et surtout lundi matin les marchés européens, soit l'euro-dollar ira rejoindre 1,25, pas le même jour, hein, mais dans la semaine, si le SPD valide les négociations avec Angela Merkel, mais disons que le risque, le scénario que le SPD ne souhaite plus négocier avec Angela Merkel, eh bien provoquerait une baisse beaucoup plus importante qu'on pourrait connaître en termes de rebond. Voilà. Par exemple, si on a, une validation des discussions, des poursuites des négociations avec Angela Merkel, la hausse, elle devrait être modérée. On devrait tendre vers un 25, mais elle devrait être modérée. Par contre, si le SPD refuse, dans ce cas, la baisse sera, je ne dirais pas violente, mais elle sera quand même importante. Disons qu'on reviendra sur les 1,20 très rapidement. Très très rapidement. 1,20, voire même en dessous. Hein. C'est possible qu'on revienne à 1,1848. Voilà, donc tout va dépendre du shutdown ce soir aux US et surtout du SPD dimanche. Pour la paire euro-dollar. Donc la paire euro-dollar, attention en swing, honnêtement, si vous êtes en gain, ce serait peut-être préférable de prendre des bénéfices. Voilà, ce serait peut-être intéressant parce que voilà, la volatilité elle va être importante aujourd'hui, enfin en fin de journée aujourd'hui et en début de journée lundi. Le GBP tend vers 1,40, soutenu par la baisse du dollar. Donc voilà, encore une fois, ça dépend du shutdown, mais techniquement on est dans une tendance haussière. Si on revient, moi ce qui m'intéresse en swing trading, c'est que le cours revienne à 1,35. On voit par ailleurs que le pound est soutenu par les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui, eh bien, semblent aller beaucoup mieux actuellement que ce qu'on avait il y a de cela 6 mois ou un an. Il y a de cela 6 mois et un an, c'était plutôt le scénario d'un hard Brexit qui dominait sur les marchés financiers. Actuellement, on s'attend plutôt, en tout cas c'est bien actuellement, hein, je dis bien, c'est plutôt un soft Brexit qui règne un petit peu dans les têtes des investisseurs. Donc ça soutient la livre qui est encore une fois assez sous-évaluée par rapport au dollar. C'est pour ça que 1,40, voilà, c'était une prévision au final de 2018, mais qui va probablement être atteinte assez rapidement. Mais donc si on dépasse 1,40, je pense qu'on peut très bien revenir à 1,50 d'ici la fin de l'année 2018. Au niveau du NZD devise à shorter, alors pas face au dollar, mais cette nuit on a des statistiques pas très convaincantes en Nouvelle-Zélande.
regardez un petit peu. Alors, c'était hier soir. Voilà, indice PMI 51,2, c'est un plus bas de 5 ans. C'est un plus bas de 5 ans. Donc c'est l'indice PMI manufacturier, Business NZ, donc c'est pardon euh, c'est un nombre de points, c'est un sondage qui est effectué au sein des entreprises néo-zélandaises, pas toutes, hein, mais de certaines entreprises néo-zélandaises. Donc on peut voir que l'indice PMI a reculé sous fond de pression politique. Hein. Vous savez qu'après il y a eu une pression un petit peu politique en Nouvelle-Zélande à l'automne dernier, et au niveau de et bien du dollar néo-zélandais en lui-même, qui a fortement progressé dû à cette politique et dû à l'annonce du changement de gouverneur de l'RBNZ, considéré comme hawkish, et donc le NZDC enflammé. Il a quand même bien progressé depuis, si on va regarder sur le graphique, et vous savez que la principale constante macroéconomique à surveiller pour la Nouvelle-Zélande, c'est la balance commerciale. Donc vous doutez bien que si la monnaie s'est appréciée, la balance commerciale en a pris un coup. Donc on peut voir depuis le mois de novembre, quand même, on a le NZD qui prend plus de 8%, ce qui est quand même assez important. Voilà, donc l'indice PMI un plus bas. Donc il y a plutôt un risque baissier sur le NZD et je dirais face au yen, ce qu'on va voir dans un petit instant. L'USD CAD. Alors l'USD CAD, je pense qu'on peut à court terme, hein, je pense que les positions acheteuses peuvent se faire dans ce niveau de prix. Alors, je vais me mettre en bleu. Voilà, moi j'ai le sentiment qu'on va connaître un range de l'USD CAD entre ces deux niveaux de prix, donc entre 1,24 et 1,26, 1,27. Entre 1,24 et 1,26, ça va être un range. Donc, à court terme, achat 1,24, vente 1,25,50. Regardez un petit peu, on commence à avoir, alors c'est pas une divergence, on peut voir quand même un momentum qui s'oriente à la hausse. Donc je ne serais pas surpris qu'on connaisse une sous-performance du CAD, même face au dollar US. Et pour ce qui est de l'USD Yen, voilà, reprise à tendance baissière. Honnêtement, l'USD Yen, c'est une grosse conviction 2018 que j'ai. Vraiment, hein, c'est ce que je parlais avec un collègue ce matin. Je vois bien l'USD Yen revenir à 100 d'ici la fin de l'année. Voilà, je ne serais pas du tout surpris qu'on revienne à 100. Donc, si le cours revient à 113, ça sera une réelle opportunité pour passer à la vente. Euh, donc, euh, donc voilà, écoutez pour l'USD Yen. En intraday, l'USD Yen, on a un support, comme on peut le voir, à 110,37. Donc ça peut être une zone de prise de bénéfice à court terme. Et encore une fois, ça va dépendre du shutdown. Enfin, la UD 90 0,8 pardon 0,8. Donc moi je l'anticipe. Je ne m'attends pas à des nouveaux records au-dessus de 0,8. Actuellement il progresse. Pourquoi? Parce qu'on a le gold qui augmente à cause de la pression qu'il y a sur le dollar US actuellement, qui je le répète est dû au shutdown. Mais donc voilà, encore une fois, ça va dépendre cette nuit. Soit on clôture en dessous de 0,80 ce soir, ou soit on clôture au-dessus. Dans les deux cas, tant qu'on clôture pas en journalier au-dessus de 80,68, qui est ce plus haut, hein, euh, voilà. Tant qu'on clôture pas au-dessus de ce niveau de prix à 80,54, excusez-moi, je considère cette zone comme une zone, pardon, de prise de bénéfice. Enfin, si je devais la dessiner, elle ressemblerait à cela, cette zone. Tac. Voilà. Donc je l'ai fait rapidement, mais clairement, cette zone-là, pour moi, c'est une zone où le cours peut tout aussi bien consolider à l'intérieur que soit retracer ou soit continuer, euh, continuer à progresser. Mais pour avoir un signal haussier, faut qu'on dépasse cette zone. Et pour avoir un signal baissier, faut qu'on dépasse le bas de cette zone. Et tant qu'on est à l'intérieur, bah écoutez, moi je n'anticipe ni des plus hauts, ni un retracement. Je n'anticipe qu'une simple prise de bénéfice avec une consolidation.
Bon, au niveau des paires croisées, donc on a le yen qui est particulièrement intéressant. Le yen face au NZD, on peut jouer la déception du NZD. Donc là, je pense qu'à court terme, voilà, cette stratégie jusqu'à 84, on peut l'oublier. Je ne sais plus, on est rentré à combien? Ah bah on est rentré à ce niveau de prix, voilà. On est rentré à ce niveau de prix, il me semble. Donc voilà, prise de bénéfice pour le NZD yen. Voilà, je me souviens, c'était le scénario, si on avait un pullback à 80, alors on pouvait rentrer à l'achat pour viser les 84. Eh bien écoutez, pour le moment, ceux qui sont rentrés à l'achat au contact des 80, vous pouvez prendre des bénéfices parce que honnêtement, je m'attends à une baisse, un retour au moins jusqu'à 80 sur du court terme. Voilà, donc l'objectif, si je devais l'illustrer, voilà, c'est celui-là. Donc c'est un objectif de court terme, hein. On est à 80-80, on vient viser 80. Donc ça fait 80 pips. 80 pips de potentiel gain pour un risque, si on le met au-dessus, 53, donc ça fait un risque de 1,60, enfin un ratio risque rendement de 1,40, pardon. 1,40, ce qui n'est pas négligeable. Donc NZD Yen, plutôt en opinion baissier. Puis dans l'opinion baissier, l'USD Yen c'est pareil, hein. L'USD Yen c'est pareil. Je pense qu'on peut clairement viser les 110, les 110, 110 dollars. Même si, voilà, d'un point de vue technique, moi j'attends que le momentum revienne au-dessus de 50, mais en dessous de cette oblique. Et dès lors qu'il reviendra à cette zone, ça m'intéressera pour passer à la vente. Avis WTI et donc USD CAD. Alors WTI, encore une fois, consolidation, à l'image du Brent. Moi, j'aime bien regarder le Brent pour regarder ensuite le WTI. Donc je regarde tout d'abord le Brent. Regardez un petit peu les RSI. Regardez les RSI. Les dernières fois où les RSI avaient touché 80, on avait eu par la suite une consolidation qui avait duré un mois. Regardez le pic, le breakout. Breakout qui s'est fait 27 jours après. Le pic, le breakout qui s'est fait, on compte soit ici, allez on va le compter ici pour respecter le plan même si on avait eu par la suite un pullback. Mais donc voilà, donc on avait eu 30 jours, 27 jours. Alors je ne dis pas qu'on va avoir encore une fois entre 27 et 30 jours de consolidation, mais en tout cas si c'est le cas, vous voyez que ça veut dire que le cours pourrait être en consolidation jusqu'à mi-février. Sous 70 pour le Brent. Et WTI, eh bien c'est pareil. On reste en consolidation en dessous de 65 dollars pendant au moins quelques jours. Si on devait replacer ces sommets, hein, donc on avait le sommet Brent, donc 25 septembre, 6 novembre et 15 janvier. 25 septembre, 6 novembre. 25 septembre, 6 novembre. Voilà, on voit très bien le 6 novembre. Et là, on a vu par la suite le breakout c'est fait. Paris. 26 jours par ensuite. Et à ce moment-là, donc là, un peu plus tôt 14. Mais donc, on avait eu quand même une consolidation. Donc là, je ne serais pas surpris de voir une consolidation. D'un point de vue technique, je pense qu'il faut attendre un retour du WTI ou même du Brent à leur moyenne mobile à 50 jours pour à nouveau payer les cours de pétrole, soutenus dans le fond par le gel de la production de l'OPEP, de ses alliés comme la Russie, comme la hausse de la croissance mondiale hausse de la croissance mondiale, c'est hausse de la demande de matières premières, dont du pétrole, euh, et, et voilà principalement. Et donc voilà le Brent, le Brent, je m'attends à une consolidation pour les séances quelques semaines à venir. Donc le CAD, c'est pour cela que j'anticipe un rebond de l'USD CAD, à une sous-performance de l'USD face au CAD, ou plutôt une sous-performance du CAD face au dollar, parce que le dollar US, bon, je m'attends à qu'il soit haussier sur du très court terme. Après, ça va dépendre du shutdown, hein, ça pourrait très bien être invalidé, hein, cette analyse. Mais voilà, techniquement, je m'attends à ce que le CAD consolide, que l'USD rebondit légèrement, donc bullish USD CAD sur du très court terme. Mais c'est pour cela que le CAD yen est selon moi beaucoup plus intéressant. Voilà, CAD yen, retour à la moyenne mobile à 200 jours sur du très court terme. Sur du très court terme, on vient à la moyenne mobile à 200 jours, donc d'un point de vue ratio risque rendement,
Alors on peut mettre le stop au-dessus du précédent plus haut à 89,63, ce qui fait un risque de 55 pips pour un gain de, vous voyez, 105. Donc un ratio risque-rendement de 2. Ratio risque-rendement de 2. Je remets l'objectif, alors voilà, stop, objectif. Ça va être un objectif court terme, hein. Ça va être atteint rapidement. Et ce qu'on peut faire à la rigueur, hein, pour ceux qui sont en swing, ce scénario est valable avec une prise de profit 50% par exemple à ce niveau de prix 88, et ensuite laisser courir la position, parce que c'est possible à long terme, c'est fort possible qu'on vienne chercher 85 voire même 80. À court moyen terme, soit on va avoir un rebond sur un moyen mobile à 200 jours, auquel cas on aura pris des bénéfices mais on sera stoppé ensuite au prix d'entrée. Donc à la rigueur, certes on n'aura pas pris le maximum de nos bénéfices, mais au moins on aura joué la possible suite baissière du CAC. Donc c'est à vous de voir. Soit vous prenez tous vos bénéfices à 80 si vous décidez de shorter maintenant, bien évidemment, ou soit vous pouvez prendre 50% à 88, pardon, et prendre un peu plus bas comme 85. Mais bon, 85, faudra être patient, faudra faire preuve de quelques semaines de patience. Voilà, donc c'est à vous de voir. C'est vraiment à vous de voir. Voilà, tout simplement. Le Bitcoin, alors rare sur les questions sur le Bitcoin dans ce webinaire, mais bon, écoutez, si j'en ai une, pourquoi pas, ça compte hein, comme du forex un petit peu. Bon, on va plutôt compter cela vraiment comme des crypto-monnaies, comme ça, je ne vais pas me faire euh, d'ennemis. Voilà. Le Bitcoin, bon niveau de support à 10 000, qui n'a pas été cassé. Vous pouvez voir, il a été testé le 16 janvier, il a été testé le 17 janvier. Depuis, on a le rebond. Regardez sur 4 heures. Sur 4 heures, voilà, on a un très bon rebond sur les 10 000. Donc pour moi, le risque, enfin le potentiel est aussi au-dessus de 10 000. Si on a une cassure de 10 000, eh bien c'est une baisse jusqu'à moyenne mobile à 200 jours. Et tant qu'on est au-dessus, l'objectif c'est de viser la moyenne mobile à 50. Bon là c'est pas très beau comme cela, je vais le refaire. Voilà, moyenne mobile à 200, moyenne mobile à 50. Donc tant que le cours se situe au-dessus de 10 000, sentiment haussier jusqu'à 15. Et si le cours casse 10 000, clôture en journalier en dessous de 10 000, on a un risque baissier jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours. Voilà un petit peu mon analyse. Mais je n'anticipe pas, je ne m'attends pas pour le moment à des nouveaux records. Pour moi, il peut y avoir clairement des nouveaux records sur le Bitcoin si la communauté arrive enfin à se mettre d'accord sur euh, sur les propositions des développeurs. Bon, normalement, je réserve cela au webinaire spécial crypto-monnaie. D'ailleurs, si vous voulez regarder une analyse plus approfondie, webinaire spécial crypto-monnaie, vous allez sur la chaîne DailyFX France. Voilà, vous allez sur la chaîne DailyFX France et vous avez une catégorie, vous voyez, spécial crypto-monnaie. Donc voilà, vous avez juste à regarder et vous aurez une analyse beaucoup plus approfondie parce que je pourrais en parler pendant 20 minutes. Voilà. On continue sur les indices boursiers. On peut voir les indices boursiers européens rebondissent un petit peu ce matin. Alors, on va déjà regarder le Hong Kong et le Nikkei. Donc le Hang Seng Index, on a eu un nouveau record hier. Nouveau record hier. Ce matin, il bute sur résistance à 32 240 points. D'un point de vue technique, un retour à 31 332 serait intéressant. Pourquoi 31 332? Parce que d'un point de vue mensuel, eh bien c'est ce plus haut. C'est le plus haut niveau de prix mensuel du Hang Seng Index. Bon, donc si on a un retour à 31 000 et quelques, stratégie acheteuse, tout simplement. Regardez ici le parfait test de cette résistance, qui était, enfin, résistance devenue support. Mais vous voyez que ce niveau de prix, c'était le prix de avant crise. Voilà, c'était le plus haut d'octobre 2007, donc le pic avant la crise financière. Et là, test au pips près. Donc si on a déjà eu un pullback, mais si on en a un second, achat Hang Seng Index,
pour parier sur, enfin, l'accélération de la croissance chinoise euh, pardon, je viens d'oublier, la politique monétaire toujours extrêmement généreuse de la Banque populaire de Chine, même si elle tend quand même un petit peu à se normaliser. Mais, enfin, à être moins généreuse, pas à se normaliser, mais à être moins généreuse. Par contre, attention, on a une petite divergence baissière qui est en train de se former, qui pourrait remettre en cause, à court terme, je dis bien, cette tendance haussière. Donc on pourrait très bien avoir un pullback. Et c'est peut-être cette divergence qui va créer le pullback à 32 000, enfin à 31 300. Voilà, donc affaire à suivre, en tout cas acheter aujourd'hui, ça me semble assez compliqué d'un point de vue technique. La MACD quand même elle est assez loin, elle est très très haute, donc voilà c'est quand même assez important et on a cette divergence, voilà tout simplement. Au niveau du Japon on reste sous les 24, mais l'objectif il est haussier jusqu'à 25 167. L'Eurostoxx consolidation, voilà le marché de la zone euro attend réellement le SPD pour soit bondir à 3007 ou soit revenir à la moyenne mobile à 200 jours. Ça va être qui tout double. Lundi matin, c'est qui tout double. Lundi, enfin la semaine prochaine, soit on a une semaine plutôt baissière avec auquel cas un retour à 3550 sur l'Eurostoxx ou soit un retour à 3007. Alors bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, bonjour à vous Pierre. Le CAC c'est pareil, hein. Soit on a une baisse jusqu'à 5004, soit on a une hausse jusqu'à 5006. Le DAX, de même. Soit on va à 15 000, soit on revient à 13 000 la semaine prochaine. Et à court terme, encore une fois, c'est les 13 171 qui sont intéressants à payer. Bon, aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'on va les connaître, mais on peut voir quand même que tout au long de la semaine, c'était notre plan de trading DAX de la semaine, hein, et tout au long de la semaine, les 13 171 ont été touchés à de multiples reprises, donc ce n'est pas faute d'avoir essayé de vous donner un scénario. Wall Street, écoutez, on a un léger repli, mais bon, ça remet en aucun cas la tendance haussière, et même si on a un shutdown aux US, ça ne remettra pas la tendance haussière. Pour remettre en cause la tendance haussière, il faudrait une cassure de la moyenne mobile à 200 jours, qui est quand même plus de 10% plus bas que le prix actuel, donc c'est énorme. C'est-à-dire que si le cours respire de 10%, ça sera inquiétant sur le coût, parce que voilà, une chute de 10%, c'est ce qu'on a connu sur le marché européen l'été dernier, mais ça veut dire que les prix seront beaucoup plus attractifs, et ça vaudra donc le coup d'acheter la moyenne mobile à 200 jours. C'est pas comme si on avait la moyenne mobile à 200 jours qui était brisée et qu'ensuite on avait une baisse de 10%. Ça serait totalement différent. Également sur l'euro dollar, c'est ça, Ramsey, également sur l'euro dollar. Mais bon, l'euro dollar, faut savoir qu'il y a donc le shutdown US ce soir, donc il y a le SPD oui dimanche, il y a la BCE jeudi prochain, et il y a le PIB US vendredi prochain. Donc, j'ai envie de dire, la semaine prochaine, il y aura plein d'autres catalyseurs qui feront varier l'euro dollar. Mais oui, la décision du SPD dimanche fera varier au moins lundi l'euro dollar. Soit on ira atteindre un 24 puis un 25, soit on ira atteindre, soit on reviendra pardon à un 21 puis un 20 voire même plus bas. Ah, ça va être qui tout double. Donc ce qu'on a aujourd'hui sur les marchés, honnêtement, la clôture de ce soir, faites très attention pour les paires en euros parce que ça ça va pas être un signal très important parce qu'on a le SPD qui sera dès les premières heures de cotation la décision du SPD de dimanche aura un impact. Donc on peut très bien avoir un signal de breakout ce soir en hebdomadaire, c'est-à-dire excusez-moi, un chandelier hebdomadaire qui clôture au-dessus du précédent, ce qui est déjà le cas, hein, regardez. En hebdomadaire, on est au-dessus, donc concrètement, techniquement, si on clôture au-dessus, là, au-dessus de 1,21 et quelques, on a un signal bullish. Mais si dimanche, le SPD refuse de continuer les négociations avec Angela Merkel, lundi matin, on revient en dessous des 1,21. Ça, c'est sûr. Enfin, je suis presque sûr. En tout cas, il y a de fortes chances. Voilà, pour répondre à votre question. Et à l'inverse, si on a le SPD qui souhaite continuer les négociations avec Angela Merkel, dans ce cas-là, le signal technique aurait été vrai. On aurait dû suivre le signal technique, mais c'est qui tout double.
Et donc si on a la validation, enfin si la SPD souhaite continuer à négocier avec Angela Merkel, on va chercher d'ici la fin de semaine, si la BCE le souhaite, bien évidemment, les 1,25. Voilà, au niveau, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour en fin de compte. Le FANG, l'indice techno. Vous pouvez voir qu'on a eu un beau repli hier. Bon, le shutdown US, ça a également impacté les grosses caps technologiques. Et au niveau des rendements obligataires, le Bund plus bas, ce qui veut dire que le rendement augmente. Et le T-Note, il en va de soi. Mensuel, le T-Note, alors on va faire une analyse technique. Hein. J'ai pas l'habitude de regarder, enfin, dans mes webinaires, j'ai pas l'habitude de faire montrer les T-Notes et le Bund. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire parce que auquel cas j'en ferai beaucoup plus d'analyses comme celle-ci. Mais voilà, je pense que de temps en temps ça peut être intéressant. Sachez que les obligations sont corrélées avec plus ou moins avec les marchés actions et avec les devises. Voilà. Donc là je me mets en annuel. Hein. Ça peut faire peur de se mettre en annuel. Mais bon, c'est juste pour prendre un petit peu de d'auteur. Voilà. En mensuel, je pense qu'on est plutôt bon. Vous savez quoi? Je vais pas mettre annuel. Je vais mettre simplement en mensuel. Ça va être plus précis. Et je ferai juste le prix de clôture de l'année précédente. Et voilà. Donc là, on a un pivot. Alors n'hésitez pas si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas les obligations, dites-le moi parce que là je suis en train de faire l'analyse technique, c'est bien, mais si ça vous intéresse pas, bon, autant passer à quelque chose de plus intéressant. Et donc année précédente, c'est un doji, hein. C'est un doji. Donc là, on va mettre clôture 2017. Alors c'est compliqué à comprendre un petit peu le marché obligataire, hein, juste pour vous le dire, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais une fois que vous avez compris, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que c'est la pure réflexion de la politique monétaire et de la politique. Voilà. C'est un peu comme si vous tradez la devise relative à l'obligation, mais inversée. Si vous regardez le DXY, si vous regardez le Bund avec l'euro, bah ils évoluent dans un sens opposé. Alors donc le T-Note, là prochain support, il est à 12 143. 12 143, ça veut dire que eh bien le rendement obligataire américain a encore un peu je dirais de potentiel baissier. D'un point de vue hebdomadaire, on a cassé quand même ce support. Vous voyez que si on a la clôture en dessous, donc ça va dépendre également du shutdown. Mais si on a la clôture en dessous de ce niveau de support, c'est un signal baissier jusqu'à 12 143. Ce qui veut dire que le rendement obligataire eh bien augmente et donc que le DXY va augmenter. Si vous regardez un petit peu le T-Note, alors déjà on va regarder ce graphique, year to date, CAD sous-performe avec le dollar et le GBP NZD-AUD sous-performe, d'accord. Hop, alors T-Note, je sais pas s'il y a l'obligation, je sais qu'il y a là il y a le rendement, l'US 10 ans qu'on a l'habitude de voir avec ensemble. Bon, add symbole DXY. Voilà, donc on a le rendement du T-Note avec le DXY. Donc voilà, il y a des moments où il y a la divergence une divergence n'est jamais fixe, donc elle évolue tout le temps. C'est pas parce qu'on a une divergence positive aujourd'hui qu'elle va l'être demain. Mais on peut voir quand même sur du long terme. Alors là, je suis sur All, donc j'ai un historique
sur TradingView jusqu'à 2014, ce qui est pas grand chose, mais on le sait que sur du long terme, il y a une corrélation positive entre le rendement de l'obligation à 10 ans américaine et le DXY. Une corrélation positive. Voilà. Donc, en tout cas, un rendement qui augmente. Ça a tendance, je dis bien tendance, à soutenir le DXY. En tout cas, ça limite la baisse. Si vous avez une baisse du rendement, il y aura une baisse du DXY très importante. Alors, personnellement, ne traite pas les obligations. Très bien. Alors, vous pensez le GBP/USD arrive à 1,40 aujourd'hui de la part de Ramsey. Alors, Ramsey, encore une fois, ça va dépendre du shutdown ce soir. Hein. S'il y a un accord qui est trouvé, le dollar US devrait rebondir et donc faire pression sur le GBP. À l'inverse, si le Sénat ne valide pas la proposition de la Chambre des représentants, dans ce cas-là, le marché va vendre du dollar au bénéfice des autres devises majeures comme l'euro et la livre. Voilà. Donc, tout va dépendre du shutdown. Et pour l'euro-yen, mais si c'est pas atteint ce soir, je pense que les 1,40 seront atteints dans les prochaines semaines. L'euro-yen, Pierre, alors l'euro-yen. L'euro-yen très compliqué, hein. On a deux devises qui sont plutôt haussières, hein, l'euro et le yen. Donc voilà, techniquement, moi j'aurais plus tendance, encore une fois, techniquement, à privilégier l'achat en bas du canal haussier. Parce que c'est ce que nous invite à faire l'analyse technique. Mais à court terme, je pense qu'on peut vraiment anticiper un range. Et voire même à une super-performance de l'euro, mais encore une fois, ça va dépendre de la décision du SPD. Dimanche, si le SPD refuse les négociations, de continuer les négociations avec Angela Merkel, l'euro-yen revient à 135, voire même plus bas. À l'inverse, on a une poursuite des négociations, l'euro dépasse les 136,28. Donc c'est compliqué de vous donner une prévision sur du court terme. On est d'un point de vue fondamental sur un timing très important. On a le shutdown ce soir, on a le SPD dimanche, on a la BCE jeudi, on a le PIB américain vendredi prochain. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Donc ce qui va se jouer ces prochaines séances, ça va être assez sur du court terme. Maintenant, d'un point de vue long terme, je m'attends à une super performance de l'euro face au yen au premier semestre et l'inverse au deuxième. Voilà, écoutez, je vois qu'il y a pas eu beaucoup de questions aujourd'hui. J'espère donc que ça a été clair, excusez-moi. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Et écoutez, en attendant, je vous souhaite une excellente journée. Soyez prudents sur le dollar, hein, sur les paires majeures au niveau du shutdown US et sur votre exposition sur l'euro en raison du SPD dimanche. Voilà. Merci à vous. Excellente journée, excellent week-end également. Et on se retrouve donc lundi matin pour un débriefing de tout ça, hein, du shutdown, du SPD. Lundi matin, 9h, comme d'habitude. Voilà. Excellente journée, excellent week-end. Merci à vous pour votre fidélité.